Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'inviter à nouveau Laurent Bourrasso sur la chaîne. Laurent que vous avez déjà vu avec son télescope Slim 250, un télescope de 250 mm de diamètre comme celui-ci, mais qui tient dans une sacoche de PC portable. Vous avez la vidéo dans la description. Et aujourd'hui, j'ai donc demandé à Laurent s'il voulait bien revenir à nouveau sur la chaîne pour nous parler un petit peu d'un sujet vraiment très complexe et pas toujours évident à appréhender, à savoir la déformation structurelle d'un télescope en fonction de l'angle de hauteur et ce qui va occasionner au final de la distorsion de coma. Vous êtes habitué à voir généralement une structure triangulaire comme ceci, donc quand il s'agit d'un télescope fabriqué par des amateurs, voire même des télescopes artisans. Mais Laurent, sur son 500 mm, a choisi de faire une structure en X, et pour des bonnes raisons techniques. Et donc je vous propose de voir ensemble finalement le fonctionnement et comment on va jouer la structure mécanique d'un télescope à l'aide de quelques équations simples qui seront expliquées par Laurent, de façon justement à comprendre comment ça se joue. Vous savez que sur la chaîne Astro, on parle de comment acheter son télescope, de quoi observer, etc., de comment faire de la photo planétaire et autres, mais on parle également de comment fabriquer votre propre télescope, et je crois que ce point-là est un point absolument fondamental à comprendre. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Ok, donc la première question à se poser bien évidemment au final de notre télescope, c'est la qualité de l'image aérienne qui va arriver au foyer de notre instrument et au final l'image que vous allez observer ou photographier. Et donc la première formule à aborder, c'est bien sûr la formule de la distorsion de coma d'un télescope Newton, puisque c'est elle qui va conditionner directement finalement le positionnement de l'image aérienne que l'on cherche à observer, et si elle est décalée, c'est pas bon. Donc la première formule, la coma, c'est 3D sur 16 O au carré. Alors petit d, c'est la distance entre le centre de l'oculaire et l'endroit où on veut mesurer la coma, et O est l'ouverture. Flashback. Nous avons assez perdu de temps, nous allons passer à des choses plus sérieuses. As-tu déjà des connaissances en matière d'arts martiaux? Oui, je les ai étudiés pendant 8 ans au temple de Thorin. C'est une très bonne chose. Ce qui fait que tous les deux, vous avez déjà une excellente technique de base. J'aimerais me rendre compte maintenant de ce dont vous êtes capable. Ça vous va? End of flashback. Donc on voit tout de suite que des télescopes avec une ouverture rapide auront une coma supérieure à des télescopes avec une ouverture lente. Alors je précise, rapide, c'est rapport focal sur diamètre court. Alors le tien il est à 3,86. 3,86, donc là c'est quand même très rapide. Le photostroke, vous le savez, il est à 4. Un télescope de 400 du marché est à 4,5. Bien souvent, les 200 000 par exemple sont à un rapport FD à 5. Ensuite, vous avez les 200 200, les Dobson sont à un rapport FD à 6. Donc vous voyez que suivant l'instrument que vous allez avoir, le rapport FD n'est pas le même et la coma est directement proportionnelle, enfin inversement proportionnelle au rapport FD. Au carré du rapport FD. Donc sur un télescope normal, on va dire sans déformation, la coma est générée, peut être acceptée ou pas. Mais lorsqu'on a une structure type triangulée, elle possède une déformation. C'est-à-dire que sous son propre poids, la cage va descendre et faire plier les tubes vers le bas. Et ça, c'est Marc Serrurier qui, dans les années 40, a trouvé et mis au point la formule. Alors la formule, c'est delta égale F H cube sur grand E S B carré. F, c'est le poids, c'est la force de gravité qui s'applique au niveau de la cage. Donc F, c'est égal à mg. G, la constante de gravité. M, la masse. H, c'est la hauteur. Donc la hauteur, elle part d'ici et elle descend jusqu'ici, la base des tubes. Grand E, c'est le module de Young des tubes. Donc on a lu, c'est 69 et pour le carbone, c'est entre 250 et 650. Grand S, c'est la section du tube, mais pas le diamètre comme ici, mais la surface de la section. Et grand B, petit b, c'est la base, c'est-à-dire cette distance-là. Donc rien qu'en jouant avec cette formule, on peut voir la déformation qu'aura sa cage par rapport à l'axe optique,
Et donc si on la reporte au niveau de l'oculaire, on pourra voir la coma qui est générée par la déformation de son tube. Et donc on peut facilement savoir si les tubes sont dimensionnés de façon correcte ou sous-dimensionnés, puisqu'à ce moment-là, la cage va trop bouger et va générer une coma qui va devenir visible et inacceptable au niveau de l'œil. Alors pour pouvoir visualiser ça, vous avez un moyen assez simple. Vous prenez tout simplement un collimateur laser et vous faites votre collimation avec le télescope à la verticale. Là, à ce moment-là, bien évidemment, la structure est en appui finalement homogène sur tous les tubes. Alors il y a forcément toujours une petite déformation, c'est sûr que si je rajoute du poids, elle se déforme très légèrement, mais vous avez finalement une axialité qui est correcte. Et là, à ce moment-là, vous allez commencer à incliner votre télescope, 60 degrés, 45 degrés, 30 degrés, etc. Et vous allez observer le déplacement du retour du rayon laser sur votre porte oculaire. Et ça, c'est la preuve que votre structure, soit elle est suffisamment rigide, soit elle ne l'est pas assez. Vous savez que j'ai construit un télescope de 400 mm de diamètre à l'aide de tubes de carbone de 8 mm. Mon objectif, c'était de faire au plus simple au départ, mais bien évidemment, je prenais un risque et j'en étais conscient. Et je peux vous confirmer, bien évidemment, et forcément, plus on pratique l'astronomie, plus on devient exigeant envers son propre matériel. Et je peux vous confirmer que réellement, le télescope se décollimate en fonction de la hauteur. Donc quand je fais par exemple de l'observation planétaire à très fort grossissement, je vise d'abord ma planète. Je vous rassure, hein, le miroir il est caché par rapport au soleil. Je vise ma planète et là, une fois que j'ai fait la visée, je fais ma collimation avec le télescope finalement, avec la structure qui va travailler finalement de la même façon entre la collimation et ensuite l'observation qu'il va y avoir. Et je peux vous confirmer qu'il y a une vraie différence, il y a un véritable gain en termes de piqué d'image quand vous refaites la collimation comme ça si votre structure n'est pas suffisante. Donc le deuxième endroit où on peut avoir des déformations, c'est au niveau du barillet. On va prendre le barillet ici. Donc le barillet stroke, vous avez un pivot ici avec un triangle dessus en rotule et deux pivots là aussi avec deux triangles comme ça. Donc il y a 9 points derrière le miroir pour le tenir. Et donc ce qu'on peut prendre en compte, on voit tout de suite que le barillet est asymétrique, donc il va avoir des déformations sous son propre poids. On peut imaginer que le point ici est fixe, mais à ce moment-là on a des poutres à ce niveau-là. Et avec le poids qui appuie ici au milieu. Et ça va donc générer une flexion du barillet et une inclinaison du miroir sous son propre poids. Donc si on fait de la collimation haute, on va corriger ça. Si on l'incline, le miroir va se retrouver, les poutres vont se relâcher, se détendre, et le miroir va rebasculer et va entraîner, pareil que pour la structure, un déplacement de l'axe optique, donc de la coma. Donc la formule ici, elle est un petit peu plus compliquée, un peu plus barbare. Je crois qu'on est là pour ça aujourd'hui. Donc c'est F L cube sur 48 EI. E c'est donc F c'est la force, mg, donc le poids du miroir divisé par 3 puisqu'il y a 3 points. L donc la longueur, E le module de Young, I c'est le moment quadratique. Et là on prend peur. Donc pour une tige, on les retrouve sur internet très facilement avec moment quadratique. Pour une tige carrée, c'est grand B h cube, grand B grand H cube moins petit b petit h cube divisé par 12. Flashback. Tu vas me chronométrer, Krillin. Comment ça, vous allez courir vous aussi? Oh, je manque un peu d'exercice en ce moment, j'aimerais savoir où j'en suis. Attends, C'est pas croyable. alors, quel est mon temps? 5 secondes 6 dixièmes. 5 secondes, 6 dixièmes, oh, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. End of flashback. C'est un petit peu barbare. Concrètement, le résultat, c'est qu'il va falloir faire attention dans la conception de votre barillet. Alors il y a déjà un épisode sur la chaîne. Mais après, qu'est-ce que tu dois rajouter C'est pour ça que Stroke, sur son barillet, il utilise des tubes de 8 qui redoublent à l'intérieur de tubes de 6 pour pouvoir diminuer la hauteur de H cube, donc pour avoir une déformation la plus petite possible. Voilà, l'architecture d'un barillet n'est absolument pas à négliger. S'il se déforme, c'est très mauvais. Donc maintenant, si on revient, on bascule sur un 500, on voit tout de suite que la hauteur ici est immense, avec une base qui fait une certaine taille. Et donc cette hauteur avec le cube va entraîner une déformation énorme.
Donc moi j'ai vu cette structure en X qu'on retrouve un petit peu aux États-Unis et en Allemagne, très peu en France. Et donc je suis parti sur un petit raisonnement un petit peu particulier. J'ai considéré ici que j'avais en fait deux structures triangulées bout à bout. Donc une première en bas, une deuxième en haut. Et donc j'ai calculé la déformation au niveau de ce premier pivot. Ici cette hauteur elle est divisée par 2. Donc quand on la met au cube elle est divisée par 8. Donc j'ai 1/8 de déformation par rapport à une structure en triangle complète. Et comme j'ai deux structures bout à bout, 1/8 plus 1/8, 1/4. Donc ma structure est 4 fois plus résistante qu'une structure normale. Et clairement ça joue, donc ça te permet du coup de réduire la section des tubes notamment. Et de trouver des tubes carrés, pas trop chers. Donc c'est vrai que le coût du carbone ça explose à ce niveau-là. Hein. Oui. Ça c'est clair. Là il y en a pour plus de 700 € de tubes. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai fait la structure en X. Alors j'ai regardé le truc, je pense que c'est important d'en parler. Au niveau des cœurs ici, on pourrait, on comprend bien que ce tube là il est vraiment monobloc et solidaire. Ces deux là ce sont deux tubes séparés avec ces deux plaques là. Mais en réalité quand on regarde la forme, déjà la résistance de ces plaques unitaires est déjà énorme. Et en réalité les deux tubes ne peuvent pas se vriller l'un par rapport à l'autre, c'est pas possible du fait des plaques qui sont vraiment maintenues collées et en plus de ça avec avec des rivets et on peut pas avoir de déformation dans l'autre sens aussi. En fait la structure avec les deux plaques entre les deux et la résistance des deux plaques fait qu'on n'a réellement aucune perte de résistance avec cette façon de faire. Donc la structure en X m'a obligé à avoir une cage un petit peu particulière. En fait c'est une cage hexagonale qu'on retrouve, donc soit je la faisais d'une dimension telle qu'elle pouvait atteindre les bouts des tubes, mais à ce moment-là au niveau du transport c'était pas acceptable, soit je la faisais aux dimensions intérieures en rajoutant 4 coins pour atteindre les tubes, donc ça me fait une cage de cette forme carrée. Mais en fait c'est qu'une cage hexagonale avec des coins pour tenir les tubes. Cette structure est quand même très intéressante à plusieurs titres. La première chose déjà, ça va être la position du viseur. On va pouvoir la mettre carrément sur un flanc comme ça, plutôt que de la voir ici un peu plus haute, qui peut être un petit peu plus une gymnastique pour pouvoir viser. La deuxième chose, c'est que la structure est carrée. À partir de ce moment-là, la bâche va avoir la même circonférence en haut qu'en bas, ce qui est beaucoup plus facile pour pouvoir fabriquer sa bâche. Quand on a une structure finalement classique comme le stroke ou autre, et bien votre bâche en réalité c'est un tissu qui va être un peu conique, enfin un peu un double arc de cercle, je ne sais pas trop comment le décrire, mais qui va faire qu'elle est beaucoup plus compliquée à fabriquer. Donc ça c'est quand même un point qui n'est pas idiot non plus. Et l'avantage, chose que je ne voulais pas, c'est-à-dire le porte-oculaire dans cette position. Si on prend un stroke, le porte-oculaire est sur le côté, donc on est au-dessus et on se penche. Et quand on fait des télescopes très grands, j'ai eu un problème avec un 400, très gros diamètre, on se retrouve au-dessus et quand on pousse un petit peu, on tombe. Alors que là, je l'ai carrément sur le plan vertical et je peux observer directement sans me pencher. C'est ce qu'on retrouve sur les explores scientifiques notamment, mais vous pouvez configurer la cage comme vous le voulez. Dernier point à voir vraiment concrètement, c'est le barillet du 500 de Laurent qui, voilà, vous avez vu déjà celui du 250 qui est exceptionnel. Mais je crois que celui du 500 vaut son pesant. Donc la base, le premier étage des triangles. Donc pour tenir compte de la déformation que j'avais, j'ai pris directement des triangles en épaisseur de 20 mm. Donc c'est les mêmes triangles qu'en haut. Et comme j'ai un miroir qui est fin, qui ne fait que 40 et quelques millimètres d'épaisseur, quand on utilise Plop, on voit rapidement qu'il faut mettre beaucoup de points. Donc je suis parti sur un triangle 36 points. Donc pour relier à ce niveau-là, j'ai mis des rotules qu'on voit ici. Et après simplement percer dans l'épaisseur. Donc c'est des plaques d'alu de 12 mm que j'ai découpées à la scie sauteuse. Ça se fait. C'est un petit peu long, c'est un peu bruyant. Mes voisins m'ont adoré. Mais voilà. Et donc le barillet est très souple, comme on peut le voir. Donc le miroir repose tranquillement là-dessus et il est en bon contact. Au niveau des points d'appui, c'est pareil. Plutôt que d'avoir un point d'appui qui génère la déformation, là il y a un site avec Crucix qui permet de calculer ça. Je suis parti sur un système à 4 points d'appui. Donc un levier, et ici on respecte donc les 90 degrés, et ensuite ici il y a 45 degrés à chaque fois. Donc le miroir est carrément reposé, il repose là-dessus, il a un barillet qui est peut-être surdimensionné ou pas, c'est pas grave. Des points d'appui assez performants, donc il ne se déforme pas, il n'y a pas d'astigmatisme,
il est vraiment tranquille sur son barillet. La dernière chose intéressante, c'est cette petite pièce là au centre pour éviter la rotation dans tous les sens de toutes les pièces. En fait, elles sont solidaires les unes des autres. Donc même s'il y avait un petit décalage, on garderait globalement l'espacement entre tous les points de touche. En fait, ce qu'on peut regarder, c'est que chacun des points de touche ici en téflon, ils sont répartis. Alors, c'est pas du tout une répartition aléatoire, mais ils ont globalement une distance les uns aux autres qui est à peu près similaire, puisque à chaque fois, ça fait des pics pour chacun et des vallées entre. La partie centrale, bien sûr, c'est pas très grave. Elle est obstruée par le miroir secondaire. Donc là, à la limite, il y a moins de besoin. Mais tout cela, ça se calcule en termes de distance. Et donc à partir de ce moment-là, effectivement, on sait quels sont les codes des différentes pièces à réaliser. Mais cette structure-là, quand même, elle est originale. C'est pas la structure qu'on retrouve habituellement. Donc c'est ça qu'il fallait vous montrer quand même. Je l'ai trouvé sur un vieux livre en français avec des images en noir et blanc. Donc nos anciens l'avaient déjà calculé, l'avaient déjà mis au point et ils l'utilisent déjà sur des miroirs de grand diamètre, 600 ou 700 ou d'1 mètre. Donc j'ai rien inventé, j'ai juste repris ce que nos anciens faisaient. Au final, l'épaisseur de ton barillet, tu as 15 mm, tu as la place pour le jeu, tu dois avoir 2-3 mm là en dessous. Ouais, il fait à peu près 20 plus 12 plus 3, 35, moins de 40 mm on va dire. Voilà, pour un 500 mm. Voilà, donc vous connaissez un peu plus les secrets de l'architecture de ce télescope qui est quand même voilà, toujours en constante évolution puisque tu es en train de travailler actuellement sur les motorisations. Et j'ai pas fini parce que là, elle a un bug. Donc la version 3 bis va devenir version 3 terre. Donc j'ai pas fini et j'aurai jamais fini. Voilà, la construction d'un télescope c'est passionnant, ça nous permet de mieux comprendre aussi, justement, comprendre pourquoi notre image n'est pas tout à fait nette. Et effectivement, au fur et à mesure avec l'expérience, on apprend à comprendre, là, peut-être que mon télescope est décollimaté, donc je vais le revérifier, etc. Mais d'avoir fait une structure bien rigide dès le départ, vous partez sur des bonnes bases pour avoir une collimation qui va bien tenir pendant toute la nuit. On n'a pas parlé non plus de la déformation des matériaux globalement avec l'humidité ou avec la température. Le carbone se comporte extrêmement bien, le bois va jouer avec l'humidité, l'aluminium va jouer aussi beaucoup avec la température. Voilà, chacun a ses forces et ses faiblesses. Et le bois avec l'humidité, ce que tu vois pas, c'est qu'il y a au moins 2 couches de vernis marin. Voilà, ça c'est aussi un truc important aussi à y penser. Donc il ne prend pas l'humidité. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura permis d'un peu mieux comprendre justement comment le télescope, comment la structure d'un télescope va jouer et donc de pouvoir mieux appréhender comment dimensionner la structure tubulaire de votre instrument et puis finalement dans quel cas choisir une structure triangulée, dans quel cas peut-être aller vers une structure en X. Merci Laurent d'avoir accepté donc d'intervenir sur la chaîne, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Mais de rien. Et voilà, en tout cas quant à moi je vous remercie, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en quelques clics, vous connaissez la musique et je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro, merci, au revoir.